Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Amand et je vais faire un cours public, enfin en tout cas démarrer une série de cours publics dans la suite d'un cours que j'avais fait l'année dernière sur la sous-optimalité en biologie. Donc je suis biologiste et aujourd'hui enfin, on va se poser une question qui est est-ce que l'Anthropocène est un moment darwinien ? Et je vais essayer de vous proposer une réponse qui est par une question, en fait, qui est pourquoi les plantes sont-elles vertes ? Alors, j'espère que ça va se clarifier au cours de ce cours. Donc, ça a échappé à personne que nous sommes dans une phase de métamorphose. On est un petit peu comme des chrysalides ambulantes un peu partout. Donc la chrysalide, c'est l'état intermédiaire entre la chenille et le papillon, donc qui est très emballé comme ça là. Donc un peu comme nous, comme moi avec ce masque. Et donc on peut, si on est un petit peu optimiste, c'est de se projeter un petit peu sur qu'est-ce que cette métamorphose va donner et peut-être même est-ce qu'on peut s'inspirer du vivant pour imaginer la suite. Alors, la pandémie et en fait plus largement l'Anthropocène, en fait nous confronte à la notion d'incertitude. Donc ça, c'est quelque chose que le vivant gère très bien. Et du coup, peut-être que nous, ça peut nous poser des questions. Voilà, rapprocher le vivant, l'Anthropocène, la pandémie, peut-être qu'il y a des parallèles à faire. Et donc, c'est ce que je mets ici sur cette diapo, c'est qu'en fait, la pandémie nous renvoie à nos croyances fixistes. C'est-à-dire le fixisme, si on veut, enfin élargi, ça serait un petit peu l'idée qu'on a beaucoup de mal à imaginer que demain sera différent d'aujourd'hui. C'est par défaut, en fait, on est conservateur, quoi. Donc du coup, bon, voilà, quand on est dans l'Anthropocène, forcément, on peut imaginer que le futur sera différent. Donc voilà, il y a un petit conflit de ce côté-là. Alors c'est pour ça que je pars sur Darwin, parce qu'en fait, à cette époque-là, au 19e siècle, il y a une révolution qui a eu lieu. Et donc là, je vous présente une photo où on voit Georges Cuvier, donc un très grand naturaliste, qui a en face de lui des fossiles de mammouths et plus anciens. Mais c'est à une époque où encore le créationnisme est encore très fort. Et lui, il se rend bien compte qu'il y a un problème quand même, qu'il trouve ces fossiles qui ont l'air d'être très anciens. Et donc, il propose plutôt qu'il y a eu plusieurs fois la création. Donc, c'est déjà une première révolution, mais ça reste fixiste parce qu'en fait, on reste toujours dans le même schéma. On n'envisage pas une autre façon de voir le monde. Alors, ce qui suit un petit peu, c'est évidemment Lamarck et le transformisme, et puis surtout, donc, Darwin, avec son livre fameux, L'origine des espèces, qui est un véritable séisme scientifique à l'époque. Alors, pour s'en rendre compte, il faut en fait juste, je le dis en deux mots un petit peu, hein, le bouquin. En fait, c'est un mécanisme qu'il propose, Charles Darwin. En fait, il propose la théorie de la sélection naturelle qui permet en fait d'expliquer un système antifixiste, donc l'évolution. Les espèces évoluent en étant de plus en plus adaptées. Donc là, c'est un petit peu le petit schéma que je présente sur la diapo avec les girafes, là, qui est plutôt inspiré de Lamarck d'ailleurs, où en fait, bon, les girafes qui auraient le cou le plus long seraient plus adaptées et donc pourraient survivre au cours de l'évolution. Alors, donc c'est une révolution parce que ça met en place l'idée d'évolution en biologie. Mais c'est aussi une révolution plus large, en fait, parce que ça questionne aussi la notion de progrès en biologie. En fait, quand Darwin propose sa théorie de la sélection naturelle, en fait, ce qu'il dit, c'est que la trajectoire de l'évolution est aveugle. En fait, on la voit après coup, a posteriori. Mais il n'y a pas d'intention, il n'y a pas un drive vers un progrès, c'est juste le résultat d'une sélection naturelle a posteriori. Donc l'évolution est aveugle. Donc ça, c'est quand même assez radical comme changement, au 19e siècle notamment, qui est très industriel, donc plutôt fixé sur l'objectif à accomplir. Donc là, c'est radicalement différent. Donc c'est un séisme scientifique et en fait dans la communauté il y a énormément de publications scientifiques à l'époque sur l'évolution selon Darwin, donc c'est un séisme scientifique. Mais évidemment que ça déborde des sphères scientifiques avec toute cette histoire donc d'évolution du vivant, du lien avec le vivant. Et puis en fait c'est donc un tremblement de terre sociétal. Donc là, il y a des caricatures de Darwin qu'on voit associées à un corps de singe. Donc ça, c'est la suite, c'est son second livre, La filiation de l'homme, qui en fait approfondit cette idée d'évolution des espèces.
Et donc, il y a des mouvements vraiment de résistance. Donc là, vous en voyez un aux États-Unis, le Anti-Evolution League, qui en fait lutte contre cette idée d'évolution, qui reste sur cette idée de création. Et évidemment, encore aujourd'hui, le créationnisme est encore présent dans certains pays ou dans certains secteurs, quoi. Donc c'est un tremblement de terre sociétal parce que ça fait revoir à peu près tout ce qu'on savait sur le vivant et la position de l'homme dans le vivant. Évidemment, associé à ça, donc ça a été très bien débattu, on va dire, c'est que c'est un soutien très fort à l'athéisme, puisque d'un seul coup, on remet en cause le premier texte de la Bible, la Genèse. Donc on dit en fait que l'évolution, c'est quelque chose qui se fait tout le temps, les organismes ne sont pas toujours adaptés, ils s'adaptent au fur et à mesure, c'était pas les mêmes au début, c'est pas les mêmes à la fin. Donc en fait, vous voyez sur cette caricature, donc c'est la The Descent of the Modernists, donc ils reprennent le titre en anglais de Descent of Man de Darwin, et donc en fait c'est à chaque fois une étape supplémentaire vers l'athéisme. Et bon, quelque part c'est vrai que le bouquin de Darwin a aidé un petit peu à séculariser la société. Donc c'est aussi une révolution de ce point de vue-là pour la société. Et alors, un autre aspect, donc juste pour dire à quel point c'est une révolution, c'est que l'homme, en fait, l'humain, change de statut avec cette idée d'évolution. Donc, auparavant, on avait un petit peu cette idée avec donc, la création de l'humain qui est plutôt en haut de l'échelle hiérarchique. Alors, quand on voit sur ce schéma-là, en fait, l'homme n'est quand même pas tout en haut. Juste au-dessus, il y a les anges et puis les divinités. Mais en fait, il est quand même très haut. En dessous, il y a les animaux. Et puis après, encore en dessous, il y a les plantes. Et puis après, c'est l'enfer. Donc voilà, c'est grosso modo la vision hiérarchique. Donc ça, c'était la vision qui prédominait, on va dire, au XVIe siècle, par exemple. Et donc aujourd'hui, là on est en 2008, en fait on est quasiment à la même étape qu'à l'époque de Darwin, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on a beaucoup plus horizontalisé les choses. On pense que les espèces sont toutes évoluées en parallèle. Il n'y a pas d'histoire d'espèces plus ou moins évoluées. Si elles sont là, c'est qu'elles ont autant évolué les unes que les autres. Donc en fait, c'est beaucoup plus horizontal que ça, quoi. Et là, ce que vous voyez sur ce diagramme là de David Illis, en fait, c'est aussi donc les hommes, c'est juste un tout petit pixel, j'ai envie de dire, dans ce schéma. L'essentiel, c'est des bactéries et des archébactéries. Donc c'est aussi, ça remet à notre place en termes de nombre d'espèces, quoi. Alors, en fait, et le dernier point que Darwin en fait pose, et ça c'est un cheminement qui est plus long, qui est issu d'autres évolutions avant lui. En fait, il acte la fin du dualisme nature-culture, c'est-à-dire, enfin en tout cas, il aide à faire cette fin du dualisme. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain n'est plus séparé des autres espèces vivantes, c'est juste une espèce parmi tant d'autres. Donc c'est une révolution assez totale qui a lieu au XIXe siècle avec Darwin. Et donc la question du jour, c'est est-ce que l'Anthropocène a le même statut? Est-ce que c'est aussi un séisme de même ampleur aujourd'hui? Alors, il y a ce graphe qui pourrait en effet nous y faire penser, enfin en tout cas nous faire penser qu'il s'agit bien d'un tremblement de terre de même ampleur. Donc ça, c'est les fameuses courbes du rapport du au Club de Rome, le rapport Meadows. Donc je pense que vous avez déjà tous vu ces courbes un certain nombre de fois, donc je ne vais pas forcément les redétailler. Mais le message principal, c'est que sur la base de tous les paramètres qu'on peut mesurer et de modélisation avec des paramètres assez raisonnables, on se rend compte que les trajectoires pour l'humanité au cours du XXIe siècle, c'est un point de bascule, une bascule qui apparaît dans la première moitié du XXIe siècle. En fait, on se rend compte que les ressources non renouvelables et renouvelables, l'alimentation, la démographie, tout ça, en fait, les interactions font qu'on ne peut pas continuer sur cette courbe de croissance économique et démographique sans arrêt, quoi. Alors, c'est un séisme quelque part. Ça, c'est parce que c'est une nouvelle, quand même assez qui peut quand même perturber. C'est un modèle en même temps, donc c'est aussi très critiquable parce que évidemment qu'on n'a pas tous les paramètres et on n'est pas capable de vraiment le dire de façon certaine. C'est une prédiction. Il y a d'autres modèles qui décalent ce point de bascule ou même il y a des scénarios très optimistes qui en fait permettent même de le dépasser et donc de ne pas passer par ce point de bascule. Donc voilà, c'est quand même débattu. Mais on peut considérer que c'est quand même un premier point, disons, qui pourrait créer un séisme dans la société et qui pourrait associer l'Anthropocène à un tremblement de terre. Mais en fait, l'Anthropocène est probablement un tremblement de terre. Enfin, pour moi, je peux donner ma réponse tout de suite. À mon avis, c'est un séisme de même amplitude que la théorie de l'évolution de Darwin.
quand on voit ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire que le thème de l'Anthropocène devient prévalent et dans tous les secteurs, et en fait ça devient une source d'inquiétude généralisée. Alors ici, c'est un exemple d'un artiste qui s'appelle Marten van den Einde, donc ça s'était exposé au 104 à Paris il y a 1 an ou 2, plutôt 2 ans d'ailleurs maintenant. Donc là, ce que vous voyez, c'est en fait, il a imaginé un petit peu ce que des machines ou des espèces futures feraient si elles trouvaient des fossiles humains, en fait, et essayer de reconstituer le corps d'un être humain. Et en fait, voilà, on arrive à ça. Donc ça remet un petit peu quand même, ça fait voilà, on se remet en cause un petit peu. Ça place l'humain dans une dynamique temporelle beaucoup plus longue. Donc c'est quelque part un petit peu dans la suite de Darwin, quoi. On horizontalise un petit peu plus les choses aussi. Et bon, évidemment, ça pose la question existentielle qui est associée à l'Anthropocène, avec ce graphe-là. Mais en fait, de façon plus factuelle, l'Anthropocène et les changements globaux, l'écologie, devient un thème dominant dans la communauté scientifique, exactement comme l'évolution l'était à l'époque de Darwin. Donc là, je vous ai mis le nombre de publications au cours des années qui citent le mot écologie dans leur résumé, donc juste le résumé. Et c'est dans PubMed, donc qui est plutôt la biologie, la recherche biomédicale. Et on voit en fait que ce nombre augmente très fortement. Alors évidemment, ce n'est pas normalisé par le nombre d'articles, donc il faudrait quand même mettre un bémol sur ces chiffres-là. Mais bon, en regardant un petit peu de près, on se rend compte que le nombre de publications qui citent le mot écologie a doublé entre 2015 et 2020. Donc juste en 5 ans, ça a doublé. Donc on se rend bien compte que quand même c'est un sujet scientifique dominant. Et bon, ça, je pense que tout le monde est bien au courant. Le GIEC n'arrête pas d'en parler. Donc voilà, on en entend parler quand même assez souvent. Et ça devient un sujet médiatique également. Donc là, par exemple, vous avez ce nuage de mots. Donc on est en septembre 2019. Donc il y avait plein de choses qui arrivaient en septembre 2019. Donc j'ai pris un mois où il n'y a pas encore de Covid. Et on voit le gros mot au milieu, c'est climate, le climat. Donc en fait, voilà, c'est le changement. L'Anthropocène, en fait, c'est ça qui quand même nous préoccupe. Ça devient le thème dominant dans les médias, en fait. Donc là, c'était pour le New York Times, Washington Post et Wall Street Journal, USA Today et Los Angeles Times. Voilà, 5 journaux. C'est aussi un sujet, et ça c'est quand même un peu plus nouveau, c'est un sujet, l'Anthropocène, qui devient dominant aussi dans le milieu socio-économique. Donc, par exemple, les rencontres de Davos, le World Economic Forum, le Forum économique mondial, pendant très longtemps, la question de l'environnement a été secondaire. Même jusqu'en 2015, ce n'était pas un sujet très dominant. Et là, vous voyez sur cette diapo l'évolution. C'est-à-dire qu'en 2018, sur les 5 premiers risques que le Fonds mondial avait identifiés, il y en avait 3 qui étaient liés à l'environnement. En 2020, c'est les 5, il y en a 5 et c'est les 5 premiers. En 2015, il n'y en avait même pas un. Donc en fait, c'est en train vraiment de basculer, c'est-à-dire que l'économie, le secteur économique, et en plus un certain secteur économique, c'est quand même Davos, donc se rend compte que voilà, ça devient le risque majeur. Donc là, vous voyez, les climats extrêmes, la biodiversité, etc. Donc que des thèmes qui sont liés aux changements globaux. Donc ça devient vraiment un sujet central. Évidemment, c'est aussi un sujet de conversation courante. Donc, il suffit juste de prononcer les mots Greta Thunberg et vous aurez une discussion passionnante et animée avec vos collègues ou dans les couloirs des bureaux. Donc, ça devient un sujet vraiment très, très courant. Et ça devient même une nouvelle condition psychologique. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété, qui touche de plus en plus de monde, évidemment. En fait, c'est cette inquiétude, voire même, inquiétude, le mot est faible, en fait, c'est un euphémisme par rapport à ce qui va arriver et dans quelle trajectoire l'humanité se trouve. Donc, ça touche vraiment tous les secteurs, les médias, l'économie, la psychologie. Et enfin, si on regarde un petit peu les chiffres, donc c'est le diagramme de Johan Rockström sur les frontières planétaires. En fait, l'Anthropocène, c'est le moment où on perd le contrôle. En fait, c'est toujours quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que l'Anthropocène n'est pas le moment où l'humain prend le contrôle de la planète, c'est pas le moment où l'humain a son empreinte planétaire, c'est au contraire le moment où l'humain se rend compte qu'il a perdu le contrôle. Donc ces frontières planétaires, vous les avez listées ici. Donc il y en a certaines qu'on ne connaît pas. Alors, on ne sait pas si on les a dépassées ou non. Donc c'est par exemple la pollution chimique. On n'a aucune idée, on
vit dans une soupe chimique, mais on ne sait pas à quel point on a dépassé les frontières de l'acceptable à moyen terme. Le changement climatique, qui est pourtant très médiatisé, vous voyez que ce n'est pas la frontière celle qu'on a le plus dépassée. En fait, celle qu'on a le plus dépassée, c'est la biodiversité, et de très loin, et aussi les cycles de l'azote et du phosphore, donc notamment via l'agriculture. Alors pourquoi ça pose question tout ça? Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a des services écosystémiques qui sont en danger. Donc les services écosystémiques, c'est quelque chose qui est bien connu, mais en fait, on pense souvent que les écosystèmes, ce qu'ils nous apportent surtout, c'est de l'eau et de l'alimentation. Mais en fait, les écosystèmes nous apportent énormément de choses en dehors de ça. Ils purifient l'air, ils purifient l'eau. Ils contrôlent les maladies. Alors pour les maladies, notamment, je peux peut-être passer sur la diapo suivante. Non, ça c'est la pollinisation. Donc oui, la pollinisation notamment pour les aliments. Donc sur la pollinisation, par exemple, il y a des signaux faibles qui montrent qu'on a dépassé une frontière pour la biodiversité. Donc là, on est au Sichuan, en Chine. Et en fait, il n'y a plus d'abeilles. Les abeilles ont été éradiquées. Et donc, c'est les humains qui pollinisent. Et donc là, vous voyez un ouvrier agricole avec un petit plumeau qui est en train de polliniser des vergers parce qu'en fait, les services écosystémiques ont disparu. Et sur les maladies, le contrôle des maladies, donc c'est très médiatisé en ce moment avec le Covid-19. Donc là, vous avez des visons. Alors, c'est une photo qui était prise chez Libération et c'était en 2017, je crois. Donc, c'est bien avant le Covid-19. Mais en fait, ces élevages intensifs, cette domestication à outrance du vivant, vous savez qu'il y a 2/3 en masse des animaux vertébrés qui sont des animaux domestiqués sur le monde, dans le monde, et 1/3 en masse qui sont des humains. Donc on a quasiment éradiqué les vertébrés sauvages. Donc c'est normal que quand il y a des virus, par défaut, ils vont aller soit dans des animaux domestiqués, soit chez des humains, puisqu'on a plus ou moins éradiqué la faune sauvage. Donc c'est presque mathématique, statistiquement, un virus va chercher un hôte qui est présent, et l'hôte, c'est soit un animal domestique pour 2/3, soit un humain pour 1/3. Donc ça pose des tas de questions sur notre trajectoire, quoi. Alors, avec tout ça, en fait, on arrive à un moment où on se dit, en effet, l'Anthropocène, c'est un moment très sérieux. C'est un tremblement de terre certainement de magnitude aussi importante qu'au XIXe siècle, la théorie de l'évolution. Ça change complètement notre vision du monde. C'est un moment copernicien. On a vu qu'il y avait plein d'implications, beaucoup de choses à réfléchir, mais la grosse différence avec Darwin, c'est qu'il n'y a pas de théorie. C'est-à-dire que Darwin, c'est très simple, il y a la théorie de la sélection naturelle, et donc on voit très bien comment ça marche. Des animaux ou des plantes ou des espèces qui sont de plus en plus adaptées survivent, les autres meurent, donc il y a des impasses évolutives, et puis on a des espèces qui survivent. Donc on comprend très bien, ça peut se modéliser, ça peut se formaliser mathématiquement. Donc voilà, ça marche très bien. L'Anthropocène, il n'y a pas de théorie en fait. En tout cas, il n'y a pas une seule théorie. En fait, ce qui est associé au séisme de l'Anthropocène, c'est plutôt une abondance de théories. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas forcément un point fixe qui pourrait nous simplifier la vie, j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être aussi bien d'ailleurs. Peut-être qu'il faut cette richesse-là pour l'instant, mais en tout cas, on n'a pas convergé. Ça, c'est clair. Il y a énormément de pistes pour le monde d'après qui sont soit un monde basé sur le développement durable, soit c'est l'ensauvagement, soit c'est la reconnexion au vivant, soit c'est le contrat naturel de Michel Serres. Donc, il y a plein de possibilités, et pour l'instant, on n'a pas convergé. Donc, en fait, on se trouve à un moment un petit peu inversé par rapport à l'époque de Darwin, où on a vu toutes les implications, on voit notre trajectoire, on voit bien le problème, mais on n'a pas de théorie unifiante pour régler ça. Peut-être il en faut peut-être pas, mais en tout cas, j'observe qu'il n'y a pas de théorie qui lie tout ça, quoi. Alors, il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est quelque chose qui est très débattu dans les médias, c'est est-ce que la réponse, ça va être une politique des petits pas, ou est-ce que ça va être un changement plus profond ? Alors là, moi, je vous propose de lire le petit texte qui est dans le rapport du Club de Rome des Meadows. Donc, lorsque nous, dynamiciens du système, voyons un schéma persister dans de nombreuses parties d'un système sur de longues périodes, nous supposons qu'il est causé par la structure intrinsèque et les boucles de rétroaction du système. Faire tourner le même système plus vite ou plus fort ne changera pas le schéma tant que la structure n'est pas révisée.
Donc ça, ce que ça veut dire, ça condamne la politique des petits pas, hein, grosso modo. C'est-à-dire qu'en fait, si vous allez augmenter un petit peu le curseur là ou le baisser un petit peu là, si vous ne changez pas fondamentalement le système, le résultat sera le même. Donc sur cette fameuse courbe du Club de Rome, ça veut dire qu'on va décaler de quelques années, de quelques décennies, mais on ne va pas fondamentalement changer la trajectoire. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être réfléchir quand même à quelque chose de plus profond pour changer le système. Et donc c'est là que le vivant peut peut-être nous aider à réfléchir. Je ne dis pas que c'est la seule source d'inspiration, mais en tout cas, le vivant a pour lui sa résilience. Donc la résilience, c'est la capacité à s'adapter et à se transformer. Donc c'est vraiment les deux, hein. C'est-à-dire qu'on est capable de s'adapter quand il y a des fluctuations dans l'environnement, mais on est, si besoin, capable de se transformer pour faire face aux fluctuations environnementales. Et donc là, ce que je vous montre sur cette photo, c'est la planète Terre, hein. Ce n'est pas une planète éloignée ou je ne sais pas quoi, c'est la planète Terre, mais il y a 700 millions d'années. Et la planète Terre, il y a 700 millions d'années, c'était une boule de neige. Il y avait juste quelques endroits où il y avait de l'eau liquide, et il y avait énormément d'êtres vivants, hein, là-dedans. Donc ça veut dire que les êtres vivants ont passé des périodes absolument extraordinaires sur la Terre, et notamment voilà, une période quasiment entièrement congelée. Et bon, voilà, les espèces ont quand même passé à la suite. Il y a eu évidemment des extinctions de masse, hein, à l'époque, hein, ça c'est évident. Mais bon, la vie a continué quand même. Donc voilà, il y a peut-être des choses à apprendre de ça, parce que là c'est quand même assez majeur. Donc voilà, l'Anthropocène à côté, c'est rien du tout, quoi. Alors, ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de prendre un angle. Alors, moi, je suis biologiste des plantes, donc du coup, je vais prendre le côté plantes. Et même une sous-partie des plantes, c'est la couleur verte des plantes. Est-ce que, si on trouve une réponse à la question « Pourquoi les plantes sont-elles vertes ?», peut-on aussi trouver des éléments de réponse pour répondre aux défis de l'Anthropocène ? Alors, c'est un petit peu ambitieux, mais il y a des parallèles assez intéressants à faire. Alors pourquoi les plantes ? Bon, alors les plantes, c'est quand même fondamental pour notre civilisation, hein. Notre civilisation dépend d'un triptyque. Si on veut vraiment aller à la base, hein, le triptyque, c'est sol, eau et biomasse. C'est ça qui fait qu'une civilisation survit, hein. Et ces trois éléments, en fait, dépendent des plantes. Bon, alors, vous avez pensé aux plantes, enfin, on pense toujours aux plantes par rapport à l'alimentation, et puis aujourd'hui il y avait une émission de culture, de cuisine avec Sophia et Florian là, sur l'épeautre par exemple. Donc en effet c'est une grosse partie, mais il y a aussi tout le reste qui a affaire en fait au service écosystémique. Alors juste quelques petites diapos pour montrer ça. Donc là en fait vous voyez une sorte d'arbre phylogénétique, donc c'est un peu l'évolution des plantes. Et on voit un petit peu des sortes d'innovations qui ont apparu progressivement. Et en fait, on se rend compte qu'il y a certaines innovations, bon, c'est pas forcément le meilleur terme, mais donc l'invention de la graine, des systèmes vasculaires, de la fleur, ces inventions-là, en fait, sont cruciales pour notre civilisation. Si on veut vraiment creuser encore plus, les plantes qu'on utilise dans notre civilisation, c'est essentiellement des plantes à fleurs, des plantes à graines. Donc en fait, on n'utilise pas beaucoup les fougères, on n'utilise pas beaucoup les conifères, voilà, les algues, pas beaucoup, les mousses non plus. C'est essentiellement des plantes à fleurs. Donc c'est uniquement voilà, le dernier état de l'évolution. Et donc en fait, voilà, on peut garder ça en tête. Pour ce qui est de la biomasse, ça dépend essentiellement de la fleur. En fait, on est une civilisation de la fleur, d'un point de vue de biologie végétale. Le sol, évidemment que ça dépend des plantes, puisque par exemple ici, là, vous avez des lichens sur de la roche. Donc c'est un peu les premiers organismes vivants pionniers qui transforment la roche en sol. Et ça prend énormément de temps, hein. Vous voyez, il faut 500 ans pour transformer de la roche pour faire 2,5 cm de sol. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup de sol, mais beaucoup d'années. Donc les plantes aident à faire ce sol-là. Et puis l'eau, évidemment, en fait, les plantes, c'est l'élément essentiel qui permet d'un peu d'accélérer le cycle de l'eau. C'est-à-dire que l'eau s'évapore au-dessus des océans, donc là, il n'y a pas forcément besoin de plantes. Mais dès que vous êtes sur le continent, si vous êtes au milieu d'un continent, si vous êtes au milieu de l'Afrique, en pleine Sibérie, s'il n'y avait pas de plantes, il n'y aurait pas d'évaporation, hein. Les nuages, en fait, s'arrêteraient à 500 km des côtes s'il n'y avait pas de plantes. Donc les plantes, en fait, apportent les nuages sur les continents et permettent d'avoir un cycle de l'eau à l'intérieur des terres. Donc c'est vraiment fondamental. Les plantes sont vraiment fondamentales pour nous. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. On dit souvent que c'est la planète bleue, mais en fait, notre monde est vert. Et donc, cette couleur verte, qu'est-ce que ça peut nous apprendre ? Alors, la première chose, il y a 3 idées, en gros, pour moi. Donc, la première idée qu'on peut prendre de cette couleur verte des plantes, c'est l'idée de symbiose.
Donc vous connaissez cette histoire-là, c'est par exemple l'histoire des champignons qui sont en symbiose avec les arbres. Donc il y a un échange mutuel de nutriments et les deux cèdent. Donc c'est ça la symbiose, c'est un échange mutuellement réciproque et mutuellement bénéfique. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la couleur verte des plantes ? En fait, les plantes, si on prenait que leur structure, en fait les plantes sont transparentes. Les cellules des plantes, elles sont transparentes. C'est essentiellement de l'eau et avec des parois cellulaires qui sont avec des polymères qui sont transparents. Elles sont vertes, les plantes, parce que dedans, il y a des petits organites que vous voyez se balader là sur le film, qui s'appellent des chloroplastes. Et ces chloroplastes, en fait, c'est eux qui font la photosynthèse et qui sont bourrés de chlorophylle qui est verte. Et donc, c'est ça qui donne la couleur verte des plantes. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la symbiose ? En fait, ces chloroplastes, c'est une endosymbiose, c'est-à-dire que c'est une symbiose qui a eu lieu il y a très longtemps entre des bactéries et des cellules de l'époque, qui n'avaient pas encore ces chloroplastes. Donc en fait, il s'agit d'une symbiose encore actuelle, qui est chez les plantes et qui est issue qui est très lointaine. Donc en fait, la couleur verte des plantes, elle nous dit la symbiose. En fait, si elle nous donne un message, c'est oui, nous, on a choisi la symbiose. Ça serait ça le message. Alors, ça va même plus loin que ça, parce qu'il y a des travaux un peu plus récents qui ont étudié cet aspect-là, cet aspect d'endosymbiose. Donc ça, là, ici, je vous montre un schéma classique de livres scolaires d'une cellule. Alors là, en l'occurrence, c'est une cellule végétale. Donc, on voit qu'il y a plein de choses dans une cellule. Il y a un noyau, donc il y a ces chloroplastes là, qui font la photosynthèse. Il y a des mitochondries qui font la respiration. Il y a plein de petits organelles. Et donc, jusqu'à assez récemment, en fait, on pensait que il y avait une cellule eucaryote. Donc, c'est la cellule, comme les cellules humaines, les cellules de plantes, les cellules de champignons, qui ont un vrai noyau. C'est ça ce que ça veut dire, eucaryote. Et puis, de temps en temps, elles ont des endosymbiontes, donc des chloroplastes des mitochondries qui aident à ces fonctions. Et puis récemment, en fait, il a été proposé que même le noyau de la cellule soit aussi un endosymbionte. En fait, il n'y a pas vraiment de cellule eucaryote, si vous voulez. C'est qu'en fait, la cellule eucaryote, la cellule des animaux, la cellule des plantes, la cellule des champignons, donc ces cellules qui ont un noyau, en fait, c'est issu entièrement d'une symbiose. En fait, donc les mitochondries, c'était des bactéries, les chloroplastes, c'était des bactéries, et le noyau, c'était une archébactérie. Et donc ça revisite quand même assez fondamentalement notre vision de la cellule. La cellule, en fait, c'est déjà une colonie. En fait, c'est une colonie bactérienne. Une cellule humaine, c'est une colonie bactérienne du point de vue évolutif. Parce qu'en fait, il y a eu plein d'endosymbiose ou de symbiose au cours de l'évolution. Voilà, donc c'est juste pour élargir au-delà de la couleur verte des plantes et des chloroplastes qui sont ouverts là. En fait, les cellules nous disent, le vivant cellulaire nous dit que la symbiose est une clé en tout cas. En tout cas, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Alors, deuxième idée, quand on regarde les plantes et leurs couleurs, c'est l'idée d'adaptabilité. En fait, les plantes sont capables de s'adapter à peu près tous les milieux. On en voit partout, des plantes, au milieu du désert, en haut des montagnes. Et puis là, on voit des plantes qui arrivent à pousser entre les craquelures du trottoir. Elles arrivent à s'adapter un peu partout. Et ça, c'est bien connu. Si vous prenez la même graine de plante et que vous la semez en plaine, en haut d'une montagne, dans une forêt ou de façon isolée, vous allez avoir une architecture complètement différente. Donc les plantes sont capables de s'adapter à leur environnement et en fait, elles ont une architecture qui est modulaire. Donc elles sont en fait fondamentalement leur plan d'organisation est un plan modulaire. En fait, une graine, on ne peut pas prédire la forme de la plante après avoir semé la graine, simplement parce que ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe dans l'environnement. Donc elles sont très très adaptables à leur environnement. Et ça joue aussi sur les couleurs, c'est-à-dire qu'en fait, la couleur verte des plantes est différente entre les plantes, mais si vous prenez une même plante, les feuilles n'auront pas toutes exactement le même vert. Si vous prenez des feuilles du haut d'un arbre ou du bas d'un arbre, ce ne sera pas la même couleur. Des feuilles jeunes, des feuilles âgées, ce ne sera pas non plus le même vert. Donc il y a beaucoup de variations comme ça. Et en fait, les plantes s'adaptent, elles adaptent leur couleur à leur environnement. Donc là, on pourrait se dire, ok, donc elles sont très adaptables, donc elles sont très performantes. Et en fait, pas vraiment. En fait. C'est-à-dire que quand on regarde les pigments, donc cette fois-là, je vous présente une chromatographie. Donc on a un peu séparé les pigments d'une plante verte. Donc vous voyez, il y a toute une panoplie de couleurs vertes, de pigments verts chez ces feuilles. Et en fait, on se rend compte, on retrouve la chlorophylle, mais il y a aussi d'autres pigments. Et ça, c'est des travaux extérieurs qui ont montré ça. En fait, c'est des pigments qui dissipent,
qui sont là en fait quand il y a trop de soleil. En fait, c'est des pigments qui font chauffer les feuilles, qui renvoient la lumière, quoi, qui évitent que justement il y ait un burn-out dans la feuille. Donc c'est des pigments en fait qui sont plutôt là pour ne pas trop, pour pas que la photosynthèse s'emballe trop, quoi. Donc les plantes dissipent énormément, et notamment avec leurs pigments. Donc leurs pigments, c'est une première barrière pour un petit peu, justement, pas trop en faire, être un peu en dessous. Et puis en fait, il suffit juste de regarder des feuilles à l'automne, donc qui changent de couleur, voilà, qui laissent tomber leur vert, mais en fait, les feuilles tombent. Donc en fait, les plantes dissipent énormément, en fait. Donc elles s'adaptent à l'environnement, mais elles donnent aussi énormément à l'environnement. Elles ne sont pas dans l'économie stricte. Quand voilà, toutes les feuilles qui tombent, là, en fait, ça va faire de l'humus, ça va alimenter les cycles de la vie dans la forêt et ailleurs. Mais ça veut dire aussi qu'elles dissipent énormément. Donc le mot de Georges Bataille était prononcé juste avant. Donc c'est vraiment ça, c'est la part maudite, quoi. C'est qu'en fait, les plantes dissipent, et c'est en fait ce que fait le vivant. Le vivant dissipe énormément. C'est vraiment ça qui fait. Donc, vous voyez que c'est de l'adaptabilité, mais c'est pas pour être plus performant. Et la troisième idée, c'est qu'en fait, cette couleur verte pourrait avoir, et c'est finalement l'idée qui m'intéresse le plus, ça pourrait avoir affaire à gérer l'incertitude, gérer les fluctuations. Donc les fluctuations, c'est quand vous avez des perturbations aléatoires de l'environnement. Et il se trouve que la couleur verte des plantes peut être liée à ça. Alors c'est une étude très récente qui a été publiée en août dernier, donc c'est Harpetal, voilà. Avec ce titre un petit peu compliqué, et c'est un article qui est quand même assez compliqué parce qu'il y a un peu de quantique dedans, mais je vais essayer de le résumer assez simplement. Donc les plantes, en fait, bon, elles font de la photosynthèse, ça là je vous apprends rien. En gros, voilà, elles utilisent la lumière du soleil pour transformer un gaz, le gaz carbonique, le CO2, en matière rigide, hein. Donc en fait, c'est ce qui fait la structure de la plante. Ça, c'est d'ailleurs peut-être une conception à préciser. On pense souvent que les plantes se nourrissent des sels minéraux et c'est ça qui fait leur architecture. Non, les plantes leur architecture, c'est une architecture de carbone, et le carbone des plantes vient du CO2. Donc les plantes, elles sont magiques parce qu'elles transforment un gaz en fibre, ce qui est quand même assez incroyable. Donc c'est ça la photosynthèse, hein, c'est transformer un gaz en fibre pour leur architecture. Et puis au passage, elles émettent de l'oxygène. Donc c'est ça le bilan, voilà, du CO2 à la fin, et à la fin vous avez des sucres qui après, en faisant des chaînes, font des polymères. Alors quand on regarde ce système-là, la photosynthèse, en fait on a d'abord, de prime abord, on a un peu l'impression d'une usine métabolique vraiment très très bien rodée. Quand on regarde les cellules, on voit donc de nouveau tous ces petits chloroplastes qui se baladent là, qui sont verts, bourrés de chlorophylle et qui font la photosynthèse. Et puis quand on regarde dans un chloroplaste, on voit toute cette structure là en pile, très bien organisée. Bon, ça a l'air de... On sent l'usine, là, presque c'est du taylorisme biologique, quoi. Enfin, on pourrait avoir cette impression-là, quoi, que c'est vraiment super efficace. Et puis si on regarde d'un peu plus près, ben voilà, en effet, bon, ça ressemble à quelque chose d'assez bien organisé, qui fonctionne très bien. Et puis si on regarde encore d'un peu plus près, là vous avez la chaîne photosynthétique d'électrons. Donc on connaît toutes les protéines maintenant, c'est très bien connu tout ça. Et on sait comment ça fonctionne, c'est très bien décrit, hein, tout ça. Et donc de nouveau, ça donne un petit peu l'idée de quelque chose qui est vraiment, c'est la chaîne de montage parfaite, quoi, qui est capable de percevoir la lumière, de transformer ça en énergie pour faire des sucres et des polymères ensuite. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est très performant, la photosynthèse? Eh bien non, le rendement de la photosynthèse, c'est 2%. Et 2%, c'est le rendement maximal théorique. Quand on le mesure, donc quand je parle de rendement, c'est la capacité à capter l'énergie solaire, hein. Donc les plantes ne captent que 2% au maximum de l'énergie solaire. Et ça, c'est théorique. Quand on le mesure dans les champs, c'est de 0,3 à 0,8%. Donc c'est un rendement extrêmement faible. Donc les plantes ne sont pas du tout efficaces. La photosynthèse n'est pas du tout un procédé efficace. Donc ça doit quand même nous poser des questions. Et alors évidemment, je n'hésite pas, je compare ça avec un rendement de moteur. Donc un rendement de moteur, bon, ça varie, mais là vous avez un exemple chez WEG, où voilà, très fièrement, on voit l'évolution des rendements des moteurs. Donc, dans les années 60, on était à 88%, et puis en 2014, ça a encore augmenté, on est à 96%. Donc, c'est des moteurs qui ont un rendement absolument incroyable. Donc là, vous voyez que les plantes n'ont absolument pas utilisé ça, parce que la photosynthèse existe depuis plus de 3 milliards d'années, et elle est restée à ce niveau-là, hein. Donc, c'est quand même
Bon, ça peut nous poser des questions. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est un moteur, ça n'a rien à voir avec la captation solaire. Alors ok, allons-y. Donc on va aller sur les panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, c'est un petit peu ce que fait la photosynthèse, enfin en tout cas la partie captation de la lumière. C'est des panneaux qui captent la lumière, qui la transforment en énergie. Et donc là, vous voyez l'évolution du rendement des panneaux solaires pour un certain nombre de compagnies. Et donc vous voyez qu'il y a eu des progrès du rendement, hein. C'est un peu la même courbe. On démarre en 75, là, il y avait pas, le rendement n'était pas terrible. Et puis au maximum, là, en 2020, on arrive près de 50% de rendement. Donc on voit en fait ce drive vers la performance, vers le rendement maximal, ce qui s'explique très bien, hein. C'est la vision d'ingénieur, on va augmenter la performance. Mais manifestement, là, ce qui s'est passé en 50 ans pour les panneaux solaires, en plus de 3 milliards d'années, la photosynthèse, c'est pas ce qu'elle a fait, quoi. Elle n'a pas augmenté sa performance. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de ça? La première chose qu'on peut remarquer, c'est que les panneaux solaires, en général, ils sont noirs. Et ils sont noirs parce que c'est la meilleure façon d'absorber toute la lumière du soleil, hein. C'est le noir qui absorbe toute la lumière. Alors les plantes sont vertes, donc déjà, elles n'ont pas la bonne couleur, j'ai envie de dire. Et en fait, quand on regarde la courbe, donc ce que vous avez en gris derrière là, sur cette courbe, c'est le spectre de la lumière du soleil. Donc vous voyez que il y a à peu près toutes les longueurs d'onde, hein. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune. C'est pour ça qu'il y a les arcs-en-ciel, on voit toutes les couleurs, hein. C'est parce qu'en fait dans la lumière elle est blanche. En fait, il y a toutes les couleurs dans la lumière. Donc les plantes reçoivent cette lumière qui est multicolore, j'ai envie de dire. Il y a tout le spectre. Et en fait, la courbe verte, c'est ce que les plantes absorbent. Et on voit que les plantes n'absorbent que dans le bleu et dans le rouge. Donc en fait, elles n'absorbent pas dans le vert. Et c'est pour ça qu'elles sont vertes d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est des miroirs. Elles sont miroirs, mais uniquement pour la longueur d'onde verte. Donc elles reflètent le vert et elles absorbent le rouge et le bleu. Mais du coup, c'est un énorme gâchis. Parce que pourquoi ne pas absorber? En plus, le vert, là, vous voyez, c'est dans le gris. Hein, c'est l'endroit où il y a le plus d'énergie à prendre. Donc tout ça, elles ne le prennent pas. Hein. Les plantes ne prennent pas ça. Alors pourquoi les plantes gâcheraient, pourquoi elles n'utiliseraient pas toute cette énergie disponible? Donc c'est justement ce que présente cette étude. En fait, ce que dit cette étude, en fait, ils ont modélisé ce qui se passerait si les plantes pouvaient vraiment optimiser au maximum et prendre toute l'énergie solaire. Là, en fait, ils se rendent compte que dans la chaîne photosynthétique, en fait, il faudra avoir des pics de lumière très proches pour qu'on puisse avoir ce gain d'énergie. En fait, il faudrait quelque chose de très, très, très robuste pour que ça marche. Et ça, en fait, ça ne marche que si le flux lumineux est constant, très stable. Or, dans un environnement fluctuant, très incertain, c'est jamais le cas, en fait. Il n'y a jamais un flux lumineux vraiment, vraiment stable. Il y a toujours des hétérogénéités, alors qui viennent de l'extérieur. Il y a des nuages, il y a des fluctuations dans la journée, mais aussi à l'intérieur. Vous avez vu, les chloroplastes n'arrêtent pas de tourner. La cellule se divise, elle croît. Donc il y a aussi des fluctuations internes. Donc il y a des fluctuations internes et externes. Et donc la photosynthèse, en fait, ce qu'a montré ce modèle-là de Harp-et-al., c'est qu'en fait, il y a une solution à ça, qui est d'absorber dans le rouge et dans le bleu. Donc à des pics très très éloignés en fait. Là, en fait, c'est possible de gérer des fluctuations. Si vous acceptez toute la lumière du soleil, en fait, ça ne marche pas, quoi. En fait, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas y arriver, quoi. La photosynthèse ne fonctionne pas. Donc en fait, la leçon pour moi à prendre de ça, c'est que les plantes et la photosynthèse, ce qui a été sélectionné, c'est la gestion des fluctuations. C'est pas la gestion de la performance, c'est pas la performance maximale. Les plantes, en fait, ou l'évolution de la photosynthèse a sélectionné la gestion des fluctuations. Et finalement, c'est pour moi un message certainement très important qu'on peut apprendre de la couleur verte des plantes pour faire face à l'Anthropocène. Et donc plus largement, en fait, cette idée de l'incertitude et d'essayer de faire quelque chose avec cette incertitude, c'est certainement une question centrale dans l'Anthropocène. Et alors donc on a une réponse quelque part, on a une réponse biologique avec ça. Donc c'est ce que j'appelle la sous-optimalité, mais bon, on peut donner d'autres noms aussi. En fait, l'idée c'est de ne pas contourner les faiblesses, de ne pas toujours améliorer les performances. C'est au contraire de faire avec ces faiblesses et même d'en profiter. Donc c'est vraiment, faut inverser le schéma. C'est-à-dire plutôt de ne pas les éviter, aller frontalement dedans et les utiliser pour faire face aux incertitudes. Donc ça veut dire que les plantes, mais aussi en fait tout le vivant, hein, ce que je vous dis là pour les plantes, c'est vrai pour tous les mécanismes du vivant,
vont plutôt promouvoir la variabilité interne pour faire face aux fluctuations externes. Donc ça, c'est quelque chose qui a été bien modélisé par HB dans la théorie des variétés indispensables. En fait, si vous avez un environnement qui est fluctuant, le meilleur moyen de faire face à un environnement fluctuant, c'est si vous-même, vous êtes variable. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop performant. Parce que si vous êtes trop performant, vous allez vous enferrer dans une impasse et vous serez incapable de vous adapter ensuite. Et le troisième point, c'est là ça rejoint un petit peu plus Darwin, c'est qu'en fait ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, grâce à ce mécanisme qui est basé sur l'incertitude, c'est une résilience de la population et pas une résilience de l'individu. Donc ça change aussi pas mal comment on peut envisager l'avenir. Dans une société qui est quand même plutôt individualiste, là on se rend compte que en fait, le système social a de l'avenir devant lui, quoi. Alors voilà, quelques clés par exemple. Donc là j'ai surtout parlé de la couleur verte des plantes. Mais en fait, évidemment que ça se décline sur plein d'autres mécanismes biologiques. Et en fait, quand on fait un petit peu l'analyse, donc ça, vous pouvez vous référer au cours de l'année dernière, en fait, on se rend compte que l'inefficacité, hétérogénéité, incertitude, lenteur, redondance, incohérence, tout ça, ces valeurs-là, en fait, c'est ça qui fait que le vivant est résilient. Et donc, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué pour nous à voir parce que c'est vraiment c'est pas quelque chose qu'on a en nous. Voilà, en nous, on est plutôt drivé par la performance. Et encore dans une société de la croissance économique, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Donc là, voilà, on peut penser que ça peut faire figure de contre-modèle. Alors, ce qui est intéressant pour le scientifique que je suis, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, cette idée de performance, elle a dominé en biologie, et notamment en biologie moléculaire. On a pendant très longtemps pensé que si on était capable de découvrir tous les gènes du génome, si on avait le génome humain, on serait capable de tout comprendre et de faire voilà, des cures très performantes, des nouveaux protocoles médicaux super performants, tout ça. Bon, on se rend compte que non, en fait, c'est juste connaître les gènes, ça ne suffit pas. Même quand on fait des réseaux de gènes, on ne comprend toujours pas. Et en fait, il y a quelque chose qui émerge depuis une vingtaine d'années, c'est en fait cette idée de sous-optimalité, elle apparaît à fond dans la biologie moléculaire également. C'est qu'en fait, jusqu'à présent, enfin jusqu'au au début des années 2000, la vision de la biologie moléculaire, donc plutôt la biologie à une échelle vraiment très petite, plutôt à l'intérieur des cellules, on avait un peu une vision de la biologie qui était réductionniste. C'est-à-dire, voilà, on fait un gène, on affecte un gène, ça va affecter une protéine et voilà, ça va affecter une maladie. En fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment, et en fait que les cellules utilisent hétérogénéité, incohérence, délai, etc. pour leur fonctionnement. Et ça, c'est pas, les gènes ne vont pas nous dire grand-chose là-dessus, quoi. C'est beaucoup plus des mécanismes, c'est une pensée beaucoup plus systémique, en fait. Donc, c'est pas du tout la pensée réductionniste du départ. Alors, je prends juste un exemple pour sortir un petit peu de la couleur verte des plantes, pour vous dire qu'un petit peu c'est quelque chose qui devient vraiment un sujet actuellement. Donc là, c'est par exemple l'exemple de la résonance stochastique. Donc c'est un thème qui monte un petit peu en biologie, qui était là déjà depuis longtemps en fait en cybernétique, mais qui apparaît un peu en biologie. Donc c'est ce que vous voyez sur ce petit schéma-là. C'est donc en bleu, c'est un signal qui oscille. Donc ça pourrait être un signal électrique dans un nerf, par exemple. Et puis vous avez en pointillé un seuil de détection. Donc si vous avez cette sinusoïde là en bleu là, qui oscille sous le seuil, les cellules ne vont pas être capables de voir le signal. Donc ça va être un signal silencieux qui n'est pas détectable. Alors la version performante, optimaliste si vous voulez, ce serait d'augmenter le signal, donc avec un potentiomètre, vous augmentez le signal, où donc la cellule elle produit plus de protéines, et là son signal va passer le seuil et va être détectable. Alors ça arrive, évidemment, c'est des choses qui arrivent très fréquemment chez les êtres vivants, mais en fait il y a une autre façon de faire, qui est d'ajouter du bruit en fait. Donc vous avez un signal qui oscille, et vous transformez ce signal en un signal bruité. Et quand vous donnez du bruit à ce signal, et de temps en temps, il va sauter, il va aller au-delà du seuil et il va être détectable. Donc c'est ça la résonance stochastique. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que les cellules utilisent ça énormément.
Donc là, vous voyez en fait que les cellules utilisent quelque chose qui est plutôt, qui pourrait être perçu comme une faiblesse, c'est-à-dire qu'un signal qui est bruité, en général, bon, quand on est ingénieur du son ou tout ça, c'est vraiment un problème. On aime mieux que le son soit cristallin, par exemple. Et ben là, la biologie, le vivant, utilise le bruit pour une fonction en fait. Le bruit devient quelque chose qui a une valeur en fait et qui permet à des signaux d'être détectés. Alors en fait, là, on peut un petit peu revenir à Darwin avec cette idée d'incertitude et d'adaptabilité, parce qu'en fait, ça nous fait aussi revoir un petit peu Darwin et sa théorie de l'évolution. Parce qu'en fait, Darwin, quand il a fait son séisme scientifique et sociétal au XIXe siècle, il y a aussi eu une interprétation de la théorie de l'évolution de Darwin qui a beaucoup dévié de ce que lui disait. Darwin est souvent mis à l'honneur pour justifier la compétition et la performance. C'est pas du tout ce que disait Darwin. En fait, Darwin, il mettait plutôt en avant l'hétérogénéité et l'adaptabilité. Mais c'est juste que, voilà, en fait, avec le même texte, on peut le lire de plein de façons différentes. Et voilà, il se trouve que ça a souvent été mal lu, en fait, cette théorie de l'évolution. Et aujourd'hui, maintenant qu'on se rend compte de ce rôle, de ces hétérogénéités, de toutes ces faiblesses internes dans l'adaptabilité des systèmes vivants, maintenant Darwin, on arrive à le lire un petit peu mieux qu'avant, avec une vision beaucoup plus systémique de ce que c'est que le vivant. Donc je vous ai mis cette citation là qui dit que l'évolution ne va pas avec le meilleur, mais avec ce qui marche. Un caractère n'a pas besoin d'être parfait pour persister, il faut juste qu'il soit satisfaisant. Et c'est ça en fait, les caractères qui restent au cours de l'évolution, c'est des caractères qui sont satisfaisants, c'est pas les meilleurs caractères. En fait, c'est un équilibre, c'est beaucoup plus systémique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution miracle, c'est à chaque fois, on est adapté pour plein de raisons différentes. Il n'y a pas seulement un critère qui fait qu'on est adapté. Alors on arrive finalement à cette idée de contre-productivité, c'est-à-dire en fait, l'Anthropocène, c'est l'ère de la contre-productivité. En fait, c'est le moment où l'humain se rend compte que la performance est contre-productive, parce que quand vous augmentez la performance, en fait, vous perdez en robustesse. Donc ça, Ivan Illich l'a très bien dit dans ses écrits. Mais c'est quelque chose qui est général dans l'Anthropocène et qui peut servir de garde-fou aux multiples théories de la géo-ingénierie au développement durable. Il y a énormément de choses là-dedans qui sont toujours dans le dogme de la performance. Donc si on a compris que en fait, c'était ça qui posait problème dans l'Anthropocène, peut-être qu'au moins ça peut servir de garde-fou et un peu filtrer dans toutes ces théories lesquelles sont vraiment résilientes et lesquelles prétendent être résilientes. Alors juste pour dire que cette idée de résilience, c'est un petit peu comme l'évolution de Darwin au XIXe siècle ou le mot écologie dans les publications scientifiques. Le mot de résilience, ça ne vous a pas échappé, est de plus en plus présent dans la littérature scientifique, mais aussi dans les médias. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc c'est quelque chose qui est en fait, mais c'est normal, c'est en fait on est en train de basculer vers ce monde, on est en train de basculer de la performance à la résilience, et en fait ça se voit factuellement, quoi. C'est qu'en fait on en parle de plus en plus, donc ça dit des choses aussi. Et alors la résilience, on peut l'illustrer au-delà du vivant en fait par des exemples sociétaux. Donc je vais juste en prendre deux parce que je dois finir. Donc en fait il y a l'exemple des biens communs. Donc c'est un exemple que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une étude qui a été faite par Elinor Ostrom et qui dit bien la résilience, mais cette fois dans les systèmes sociaux. Donc alors je mets la photo d'Elinor Ostrom. Donc ce qu'a fait Elinor Ostrom, en fait, c'est une méta-analyse de biens communs. Et donc les biens communs, ça peut être donc une rizière, là, comme on a vu sur la photo, mais ça peut être une prairie de haute montagne, ça peut être un aquifère, enfin voilà, ça peut être un bien qui est partagé, quoi, par une communauté. Et ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est qu'elle a identifié des biens communs qui étaient gérés depuis plusieurs siècles. Donc c'est pour ça que c'est de la résilience, parce qu'en fait, vu que ça fait 500 ans qu'un bien commun est là et qu'il est géré par une communauté, ça veut dire que ces règles de gouvernance sont résilientes. C'est qu'en fait, elles permettent le maintien de ces biens communs. Et donc, alors, ce qu'on trouve dans ces règles, en fait, c'est que Elinor Ostrom, elle a un petit peu croisé toutes ces informations, tous les biens communs. Elle a fait une méta-analyse et elle en a extrait 8 principes qui, en fait, peuvent aider à la gouvernance des biens communs. Donc, qui en fait, quand ils sont remplis, et il faut que les 8 soient remplis, en fait, les biens communs sont maintenus et en fait sont résilients. Donc, on peut les maintenir comme ça ad vitam aeternam.
Enfin, ad vitam, en tout cas pour quelques siècles, donc c'est déjà beaucoup. Et ce qu'on trouve dans ces principes d'Elinor Ostrom, c'est en fait, il y a beaucoup de choses qui font écho à ce que je vous ai raconté sur le vivant. En fait, il y a beaucoup de choses qui font appel à l'adaptabilité, à l'ambiguïté, à l'incertitude, à des sanctions qui sont faibles pour assurer que tout le monde est embarqué dans le projet. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui vont un petit peu à l'envers de la performance maximale et qui sont beaucoup sur la résilience. Donc en fait, voilà, c'est un exemple qui fait écho à ce que je vous ai raconté pour la couleur verte des plantes. Et puis il y a un autre exemple, c'est dans les organisations. Alors ça, c'est dans les entreprises, par exemple. Pendant très longtemps et encore maintenant, on a privilégié les couplages rigides. Donc les idées de couplage, c'est quelque chose qui vient de chez Carl Weck, sur une approche un peu systémique des organisations. Donc le couplage rigide, c'est quand votre chef vous dit de faire quelque chose et vous le faites. Bon, ça, c'est un couplage rigide. Voilà, vous donnez une information, c'est un signal pour qu'il y ait une action. Le couplage souple, c'est plutôt la discussion au café, la discussion de couloir. Donc là, c'est beaucoup plus distribué, c'est beaucoup plus horizontal, il n'y a même pas d'objectif. Donc là, ce n'est pas performant. En fait, c'est l'inverse de la performance. On va vers... c'est juste une discussion comme ça. Et donc, alors ça, c'est différents types de couplage. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les couplages souples sont en fait cruciaux pour la résilience des systèmes, mais cette fois des systèmes sociaux de type organisation, entreprise. Alors c'est un exemple, évidemment ça ne marche pas à tous les coups, mais il y a des exemples qui marchent très bien. Donc là, je prends l'exemple de l'association Soignons Humains qui s'appelle Buurtzorg aux Pays-Bas. Et en fait, là, ce qui a été proposé, donc c'est un réseau d'infirmiers et d'infirmières. Et en fait, ils vont voir les patients. Et en fait, à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils étaient proches du burn-out parce qu'ils ils comptaient leurs heures avec les patients. Ils envoyaient de plus en plus. Enfin voilà, ils étaient dans la performance maximale. Et donc, en fait, ils ont complètement inversé la donne en privilégiant les couplages souples. Donc les couplages souples pour un infirmier ou une infirmière, c'est d'aller voir son patient, de discuter, de prendre le café, de prendre peut-être 1 heure pour discuter avec son patient. Et donc là, vous voyez, c'est pas du tout performant. Mais ce qui émerge de ça, en fait, c'est une autonomie. En fait, c'est-à-dire que le patient devient autonome. Et donc, ça augmente la robustesse, ça crée de la résilience. Et ça, c'est encore une fois basé sur une stratégie qui va contre la performance, donc contre l'efficacité, contre l'efficience. Bon, voilà, ça peut nous poser question sur la suite à donner. Donc, du coup, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour ce monde d'après? Donc c'est vrai qu'il faut rester dans le présent, mais en fait le monde d'après qui vient, la métamorphose qu'on peut espérer pour le monde qui vient, en fait le monde qui vient, il est peut-être déjà là en fait. Et il faut on peut imaginer, on peut peut-être détecter certains signaux de ce monde d'après qui est déjà là, et pour en fait le valoriser, quoi. Qu'est-ce qui est déjà là qui est intéressant? Alors là, j'ai fait une petite liste très 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 éclectique de ce qu'on peut imaginer pour ce monde d'après, si on garde cette idée d'aller contre la performance. Alors je commence avec les ingénieurs de la paix. Donc un ingénieur, le mot ingénieur, étymologiquement, en fait, c'est des gens qui font des engins de guerre. C'est ça, un ingénieur, c'est quelqu'un qui prépare la guerre. Donc c'est très clairement un ingénieur est en fait, focalisé sur la performance, c'est presque sa mission. Donc ça veut dire qu'on augmente l'efficacité, on augmente l'efficience. Voilà. Enfin bon, j'en ai déjà parlé par ailleurs, je ne vais pas en refaire. Mais donc du coup, ce qu'il faut imaginer aujourd'hui, et ça c'est un message pour toutes les écoles d'ingénieurs, les écoles d'ingénieurs se posent les mêmes questions, on en a parlé à l'école urbaine de Lyon. C'est en fait imaginer la nouvelle mission des ingénieurs dans une société qui ne privilégiait plus la performance, qui est passée de la performance à la résilience. Qu'est-ce que ça change sur la formation des ingénieurs et sur leur mission? Qu'est-ce qu'un ingénieur fait quand la performance n'est plus son objectif? Donc c'est pour ça que je parle d'ingénieurs de la paix, parce qu'en fait, ça veut dire que ce seraient des ingénieurs qui sont plutôt capables de gérer l'incertitude et en fait de valoriser l'incertitude. Alors en fait, ça existe déjà, il y a des pistes, mais ça change quand même pas mal de choses dans les cursus.
Bon, comprendre les vertus des aléas, bon, j'ai pris l'exemple de la résonance stochastique, mais on peut imaginer ça dans plein d'autres cas. Voilà, bon, le cas du Covid-19 est assez évident. Mon troisième point, c'est rendre le gâchis désirable. Bon, c'est très éclectique, hein, mais rendre le gâchis désirable, ça peut paraître paradoxal, mais c'est ce que fait le vivant, en fait. Le vivant n'arrête pas de gâcher, en fait. C'est ce que je vous ai montré avec les feuilles d'automne qui tombent. Les plantes gâchent énormément de biomasse, quoi. Elles sont très très généreuses, mais elles en donnent énormément à l'environnement. Tout ça, c'est perdu pour la plante. Évidemment, ça rentre dans les cycles de la matière, et donc au final, c'est bénéfique pour la plante. Mais à court terme, c'est un gâchis. Alors, on peut se poser des questions sur la sobriété dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, si dans nos sociétés, on valorise la sobriété, et c'est très bien, ça veut dire aussi qu'on n'est pas encore dans une économie totalement circulaire, en fait. C'est que si on est sobre, ça veut dire qu'on n'a pas encore transformé la technosphère en un cycle comme le cycle de l'atmosphère, le cycle de l'hydrosphère. La technosphère ne recycle toujours pas, quoi. Donc on est quand même un peu bloqué là. Donc si le jour où le gâchis devient désirable, ça veut dire qu'on aura réussi à faire une économie réellement circulaire. Utiliser la perplexité pour décider. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à Khalil Gibran, qui dit que alors je me souviens plus exactement de la citation, mais que la connaissance commence quand on est perplexe, quoi, ou la perplexité crée la connaissance. Donc c'est en fait le moment pour décider, c'est un peu l'approche, la méthode scientifique, quoi. C'est le doute qui fait qu'on connaît. Si on n'a pas de doute, en fait, on s'enferme dans l'erreur en général, ou par défaut, quoi. Donc la perplexité est une valeur qui sera importante pour l'avenir. En finir avec l'achèvement, donc c'est plutôt une blague pour dire qu'en fait, l'inachèvement, c'est une valeur cardinale du vivant. Le vivant se construit en permanence, n'est jamais fini, se reconstruit en permanence. Donc ça veut dire peut-être que pour nous, par exemple l'architecture, l'urbanisme, est-ce qu'il faut envisager des villes qui sont plutôt organiques, c'est-à-dire qu'en fait qu'elles sont tout le temps en train de se renouveler plutôt que de construire des choses qui sont très stables dans le temps et qui seront peut-être des problèmes à l'avenir. Est-ce qu'il faut penser quelque chose de beaucoup plus dynamique ? Alors, toujours très éclectique, les mauvaises herbes, donc ça c'est un grand classique. Donc évidemment que les mauvaises herbes ne sont pas mauvaises. On les utilise de plus en plus pour réhabiliter des terres désertiques ou non. Donc en fait, on peut utiliser les mauvaises herbes, on doit utiliser les mauvaises herbes. Donc c'est ce que fait Gilles Clément, par exemple, un paysagiste, pour en fait refaire des jardins robustes et résilients dans le temps. Décoloniser les terres arables, donc ça c'est un petit peu l'idée des communs. En fait, donc là c'est un clin d'œil à Isabelle Stengers qui dit en fait que la colonisation, en fait on a beaucoup parlé de décolonisation extérieure, donc en Afrique, en Amérique, en Asie, mais on n'a pas forcément beaucoup parlé de décolonisation intérieure. Et en fait, les communs, en fait, il y a une époque, au Moyen-Âge, il y avait des communs, il y avait beaucoup de communs qui étaient gérés par des populations locales et elles ont été privatisées progressivement. Donc, ça a commencé en Angleterre et ça a été un petit peu le ferment du capitalisme. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il va falloir revenir là-dessus aussi. Donc c'est vraiment une bascule assez totale. Et ces communs, comme je vous l'ai montré, ils vont faire appel à la résilience, c'est pas du tout à la performance. Alors, donner un sens commun grâce aux antagonismes, puis je vais terminer après avec ça. Donc c'est un peu l'idée du consensus, donc le consensus optimal. C'est un peu l'idée, tout le monde est d'accord sur une idée, donc en fait on est dans la performance. Le consensus peut être très performant. Le sens commun, c'est très différent. Le sens commun, c'est au contraire, tout le monde s'exprime, il y a beaucoup d'antagonismes, et ça permet de problématiser. Quand on a problématisé, alors on peut donner du sens commun. Si on n'a pas problématisé, en fait, le consensus ne va nulle part. En fait, on va arriver très très rapidement à une solution et en fait, voilà, ça sera une impasse. C'est plus probable que ce soit une impasse que quelque chose d'un peu plus réfléchi, quoi. Et donc en fait, et puis le dernier point, c'est lutter contre l'optimisation. Alors en fait, l'optimisation, c'est augmenter les performances. Augmenter les performances, c'est augmenter l'efficacité et l'efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. Donc maintenant, moi, quand je vois le mot optimiser quelque part, je tique parce que optimiser, ça veut dire qu'on a identifié un seul objectif ou une série d'objectifs et qu'on va tout faire pour atteindre ces objectifs. Alors ça peut être vraiment catastrophique, et je vais prendre un exemple un petit peu caricatural et provoquant, c'est les objectifs du développement durable. Donc il y en a 17. Atteindre les 17 objectifs du développement durable, c'est probablement le pire qui peut nous arriver. C'est qu'en fait, on n'arrivera jamais à les atteindre les 17 en même temps. Donc si on en atteint un et pas les autres, ça veut dire forcément qu'on n'arrivera pas pour les autres, quoi. Ils vont entrer en concurrence les uns avec les autres.
Donc, c'est juste pour provoquer un petit peu, mais optimiser, se concentrer sur un objectif, ça peut vraiment être un problème. Et donc voilà, cette idée de sous-optimalité, à mon avis, est fertile de ce point de vue-là. Ça permet en tout cas de réfléchir à ces questions-là. Donc voilà, je termine. Donc du coup, je vous ai parlé de ce moment darwinien qui est l'Anthropocène sous l'angle des plantes et de la biologie. Donc je vais continuer un petit peu là-dessus avec des thèmes aussi assez éclectiques cette année. On va parler d'anti-héros. Donc c'est plutôt un aspect plus littéraire, mais avec des ponts avec la biologie qui sont assez intéressants. On va parler de 5G, donc un sujet d'actualité. Donc moi, c'est ce que j'appelle le futur obsolète. Il y en a plein d'autres, des futurs obsolètes, mais la 5G, c'est vraiment c'est très très beau comme, comme impasse, quoi. On va parler de guerre et de crise sanitaire. Je vais vous parler un petit peu de mes travaux, plus de mon labo, sur la proprioception, donc la perception du soi, et comment les plantes et les animaux, mais enfin, surtout les plantes, comment elles perçoivent leur propre forme, et comment ça fait aussi appel à beaucoup de sous-optimalité. Et enfin, on terminera avec la santé commune. Et donc, il y a un bouquin qui est encore un titre provisoire, mais qui devrait sortir à l'automne là-dessus. Voilà. Je vous remercie.